On accueille Nicole maintenant. Bonsoir Nicole. Bonsoir Olivier, merci de me prendre à l'antenne. Je vous en prie. Je suis heureuse parce que il y a très longtemps que j'écoute la libre antenne, déjà du temps de Sophie Peters et de la personne qui avait avant elle. Oula, oui. Alors moi j'étais intervenue une fois pour une question tout à fait banale et elle m'avait répondu très gentiment. Donc là, j'ai tenté de vous appeler l'autre jour parce que j'avais de gros ennuis dans ma famille, c'est-à-dire la maladie. Et comme je suis moi-même handicapée, je ne marche pas, je suis diabétique, donc j'ai un régime très sévère et j'ai l'assistance médicale quotidienne. D'accord. Donc je ne suis pas très capable de m'occuper d'un grand malade. D'accord. Alors, Quel âge avez-vous, ma chère Nicole ? Comment ? Quel âge avez-vous, Nicole ? J'ai 84 ans. D'accord. Et ce diabète dont vous me parlez, il est venu en cours de vie ou vous l'aviez depuis... Oui, non, il est venu en cours de vie. Bon, il y a une hérédité très certainement avec les ancêtres, Oui. mais il est devenu d'une prise de conscience de quelque chose d'assez terrible dans ma vie, jusqu'à ce que je puisse faire un travail sur moi qui a duré des années avec un thérapeute, qui m'a un peu sorti d'affaire, mais pas complètement. Donc j'ai dû faire plusieurs travaux pour pouvoir décanter un peu une enfance difficile. Oui, Je oui. suis née pendant la guerre. J'ai connu les bombardements, les bombes, Oui. l'évacuation par la Croix-Rouge. Ensuite, mes parents sont partis au Maroc et j'ai assisté à l'arrivée des Américains Oui. qui nous prenaient dans les bras, qui nous donnaient des bonbons. Alors tout ça, les bonbons roses et verts, je me rappelle, et des boîtes d'ovomaltine. D'accord. Et alors tout ça, si vous voulez, ça m'a mûri parce que je vivais dans une atmosphère pour une petite fille de 3 ans, 4 ans, qui vivait dans une ambiance un peu stressante, quoi. Oui. On avait calfeutré les volets et on entendait les avions tout le temps quand il y avait des alertes. Oui. Oui. Donc, je suis rentrée en France après et j'ai eu une enfance très difficile, avec des parents qui ne se entendaient pas. Les ciseaux volés allaient se planter dans le mur. Et donc, je suis restée dans cette famille et je n'avais que dans la tête de me dire quand je serai grande, Oui. Oui. je ne serai pas comme eux. Et je disais un vilain mot que je ne vais pas vous dire, mais que vous devez comprendre en disant ça non, jamais, plus jamais. Et alors, je voyais mes copines avec des anniversaires, avec des bougies, etc. Et moi, jamais rien. Donc, je suis devenue une grosse tête, ce qu'on appelle prix d'excellence jusqu'en terminale. D'accord. Donc, c'était... un jour, j'ai un médecin qui m'a dit, si vous n'aviez pas fait ça, vous vous seriez égaré. Alors, je me dis, oui, égaré, je sais ce que ça veut dire. J'ai lu le livre il y a un écrivain qui a écrit un livre sur les égarés. Ben, je me dis heureusement que j'ai ça. Donc, si vous voulez, le destin m'a donné une force naturelle. Oui. Alors, j'ai appelé la libre antenne parce que j'ai perdu cette force, parce que je suis confrontée à ma propre maladie. Je ne marche pas, je me déplace avec un déambulateur, je ne sors pas, je n'ai plus de vie sociale et j'ai un mari malade. Depuis combien de temps vous êtes... Depuis 2010. Depuis 2010, d'accord. Et c'est à son 6e cancer. D'accord. Et on va marquer une petite pause, Nicole, et vous allez continuer à me parler de vous. J'ai quelques questions à vous poser. Vous restez avec moi et puis on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Vous aussi, appelez Olivier Delacroix au 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, Europe 1. 22h30, vous êtes sur la libre antenne. Nous sommes encore ensemble jusqu'à 1h du matin. Donc, vous pouvez à tout moment composer ce numéro, chers amis. Je suis là pour vous écouter. Nicole, donc depuis 2010, vous êtes cantonnée à la maison. Je reviens sur ce diabète, en fait. Vous m'avez dit qu'il est arrivé en cours de vie. Il est arrivé quand exactement ? Je
venez d'avoir une très mauvaise nouvelle Oui, choc sur la émotionnel. santé. Choc Et émotionnel, donc, vous diriez, la sienne, la santé de mon mari. de votre mari. Donc, D'accord. si vous voulez, j'ai perdu pied quelques heures. Et alors, hier soir, donc, je devais être appelée hier soir, je l'ai été aujourd'hui, et je remercie la personne qui m'a prise à l'antenne. Et ça m'a permis, figurez-vous, entre hier et aujourd'hui, de tomber sur un petit livre que j'ai lu il y a 10 ans, auquel j'avais, qui s'appelle Petit traité de vie spirituelle quotidienne. Et à partir de ça, en l'espace de 24 heures, mon cerveau a travaillé, mon cœur. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair et je suis beaucoup plus en paix. C'est pour ça que je peux vous répondre avec sérénité à vos questions. D'accord. Je le sens. Alors, quand j'allais en thérapie, on me disait, vous avez une force que beaucoup de personnes n'ont pas. Plusieurs personnes me l'ont dit. Des gens haut placés, des gens spirituels, des prêtres, des médecins, etc. Et moi, je me disais, mais ma pauvre, tu te dévalorises tout le temps, mais pourquoi tu te dévalorises tout le temps? Alors là, j'ai remonté le travail que j'avais fait et j'ai compris qu'il y avait des blessures qui n'étaient pas guéries, Oui. des blessures de l'enfance, de la petite enfance. De la petite enfance. Et donc la souffrance qui m'arrive, parce que quand on a un mari malade, qui dort toute la journée, qui ne mange plus, qui n'a plus aucun rapport quotidien, qui ne me voit plus. C'était mon anniversaire il y a 15 jours, c'est la première fois de sa vie qu'il l'a oublié. Le Alors, pauvre. c'est des petites choses, Oui. mais surtout que j'avais dit quelques jours avant, je ne sais pas pourquoi, et je l'ai dit je suis arrière-grand-mère, je l'ai dit devant mes arrière-petits-enfants parce qu'ils ont vu les numéros qu'il y avait sur le gâteau. Ils m'ont dit, mais t'es vieille, mémé. Alors j'ai dit, oui, mémé, elle est vieille, mais elle garde quand même. Et alors j'ai dit, de toute façon, je crois que ça sera le dernier. Et alors, et mon mari n'a pas entendu, j'ai pas eu un bouquet de fleurs le lendemain, ni rien du tout. Et quand je lui ai dit que ça m'avait énormément blessée, il m'a dit, je t'amènerai au restaurant un de ces jours. Il s'en est sorti comme ça. Alors, je ne sais pas s'il se rend compte de l'état où il est. Je ne sais pas si je pense qu'il y a une telle altération de toute la vie, toute sa vie biologique, psychologique, spirituelle, tout est mélangé dans sa tête. Oui. Alors je pense que le sommeil, c'est une façon, j'interprète, c'est une façon de se dire, arrivera ce qui arrivera. Et alors le problème, c'est qu'il ne parle pas. Quand il va à l'IRM, quand il a un problème, il ne se plaint pas. On ne peut pas dire qu'il se plaigne de souffrir. Il est courageux, non, mais quand même. Il ne téléphone pas, il ne s'occupe pas. Et alors, c'était un homme il travaillait au service cinématographique des armées, donc il a énormément voyagé, c'est ce qu'on appelle un grand monsieur. Donc, si vous voulez, moi, je vois ma déchéance et je vois la sienne. Alors, quelquefois, j'essaye de reparler du passé, de lui dire, tu te rappelles quand tu es revenu de Tahiti, quand tu es revenu de Nouvelle-Calédonie, quand tu es revenu de toutes les colonies que tu as visitées pour faire des rapports pour les armées, quoi, des cinémas qu'il a produits à Paris. Et donc, je me dis, mais comment est-il devenu comme ça? C'est la santé. Commencé par dire c'est ma faute. C'est la santé, Nicole. Je ne peux pas m'en occuper, je suis malade, il n'accepte pas. Et puis finalement, je dis non, c'est pas la bonne solution, ça c'est me dévaloriser. Donc à partir de là, je me suis dit, il faut faire un travail, il faut faire quelque chose. Il faut me retrouver, moi. On appelle ça se trouver. Se trouver. Et où je vais me trouver? Alors, c'est la question que je me pose. Je te dis, mais est-ce qu'il y a des vous savez, comme au restaurant, des cartes où on apprend à être, etc. Et puis j'ai bien compris très vite
que c'était pas possible, qu'il fallait passer par des phases, par des stades, et que au bout de quelques jours, ça s'éclaire et ça va mieux. Par contre, je crois, et j'ai perçu comme ça, parce que un jour, il m'a dit, c'est plus comme avant. Alors je lui dis, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, on a fait de toi du pâté. Oh là là. Alors je lui ai dit, et vous savez ce qu'il a fait? Il a forcé le bureau du médecin. Il est rentré et le médecin, à la séance suivante, m'a dit, je vous le dis tout de suite, il m'a dit, votre mari est rentré et a forcé mon bureau. Alors je me suis dit, mon Dieu, il a fait ça. Et ça lui ressemble, hein. Il a une certaine force et une certaine violence. Donc après, je me suis dit, mais je n'ai pas le droit, donc, j'ai compris que j'étais sous emprise, là, qu'il y avait quelque chose qui se passait pour qu'on m'interdise de changer et de faire un travail sur moi-même. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai plus rien dit. Et comme la situation s'aggrave ces temps-ci, parce qu'il ne bouge plus, il ne mange plus, il est couché toute la journée, je me suis dit, je suis retournée en thérapie, et l'autre jour, je vois un psy et un infirmier, mensuellement et par semaine. Oui. Donc, il m'a dit, vous savez, je vais vous dire quelque chose, madame. Il m'a dit, quand dans un couple, il y a une crise et qu'il y en a un qui fait un travail et qui s'en sort et qui rebondit, l'autre lui coupe l'herbe sous les pieds. Ah, je lui dis, ah bon, c'est comme ça. Parce que je n'en parle plus à la maison, hein. Et je me dis, mais est-ce possible? Alors l'autre jour, j'ai pris mon téléphone et je lui dis, je n'ai pas osé l'affronter, hein, parce qu'il m'aurait dit de me taire. Je n'ai pas osé l'affronter, je lui ai téléphoné. Je lui ai d'abord envoyé un courrier. Bon, pas de réponse. Ensuite, j'ai essayé de parler avec lui, impossible. Il se lève et il s'en va. Donc je me dis, comment faire pour essayer d'accrocher quelque chose? Alors je lui dis, puisque le thérapeute qui me suit m'a dit ça, je vais lui dire. Alors je ne sais pas ce qu'il va en faire, j'en sais rien, mais pour l'instant il ne bouge pas. Bon. Et ça s'aggrave de jour en jour. Oui, mais Nicole, je crois savoir que votre mari affronte son 5e cancer. Oui. Et, son 6e. Son 6e. Donc, vous savez, et je sais que vous savez ce que je vais vous dire, mais la vie, à un moment, lorsqu'elle se met à être difficile comme ça, que un homme qui a été brillant, qui a voyagé, qui a eu des responsabilités, énorme. Voilà, se voit réduit à l'état qui est le sien aujourd'hui à cause de la maladie, alors que il ne le montre pas. Oui, il ne le montre pas parce que je pense que c'est quelqu'un de très fier et de très... Toujours, voilà. Il fait 1m90, toujours élégant, chemise blanche, cravate, on dirait un ministre. Mais mais il doit savoir aussi qu'il y a d'autres hommes de 84 ans qui vont très bien, qui... vous savez, la santé, c'est un peu... C'est un peu la mauvaise loterie. Mais c'est ce que je me dis. Je me dis, c'est le cerveau qui marche plus. Mais bien sûr. 6e cancer, Nicole. Il a sans doute fait des rayons, des chimiothérapies. Oui. Et là, il a eu encore une opération au mois de novembre. Ça va faire pratiquement 1 an, bientôt. Et il n'a pas pu avoir de chimio parce que ça a été une récidive immédiate. 15 jours après, il est parti en maison de repos. Le pauvre. Et on lui a dit, c'est pas guéri, c'est reparti. La première fois, les premiers cancers, il y avait comme on appelle, quand on est sûr qu'il y a un arrêt de la pathologie cancéreuse. Une rémission. Là, oui, en rémission, voilà, c'est ça. Alors là, on lui a dit, on ne peut pas vous faire de chimio. Si on faisait une chimio, on vous tuerait. Oui. Parce que le sang n'est pas capable de recevoir. Donc, il a eu l'infirmière qui vient de temps en temps.
Maintenant, il a un IRM dans 3 jours ou 4 jours, je crois. Donc, il n'en porte pas. Il n'en parle pas. Et je n'ai pas le droit de poser de questions. Alors, c'est là qu'il y a quelque chose qui s'est levé en moi. Alors, on appelle ça comme on voudra, mais ça fait partie des forces de l'esprit, je crois. Hein. C'est-à-dire, il faut mettre une limite à la destruction et il faut mettre une limite et une distance pour sauver ma vie. Parce que je suis en train de partir, je vais partir avant lui. Alors je me suis dit non, ça c'est pas possible. Donc comment ça s'appelle, une prise en main mais c'est pas de l'ordre de la volonté. Non, enfin si un peu, Nicole. Je vais tenter de surenchérir un peu ce que vous dites, parce que vous avez déjà saisi une chose primordiale, et je trouve que c'est extraordinaire déjà de votre part d'avoir saisi que c'était entre vos mains. Oui, c'est entre mes mains. C'est vous, aujourd'hui, oui. dont il s'agit. C'est avec vous que j'échange ce soir. Et il va vous falloir... et je pense que vous avez assimilé parfaitement la situation. Et ça va très vite quand j'assimile. Hein. Oui, ben je vois ça. En connaissance de cause. Je me réveille le matin en disant en connaissance de cause. Hier, vous avez posé la question, quel est votre état, quelle est votre émotion en ce moment? Je l'ai noté. Hein. Oui. Et je me suis dit, quelle est ton émotion? Oui. L'émotion, mais alors c'est quoi? C'est pas manger, c'est pas sortir, c'est pas se coiffer, c'est pas... Je suis très coquette, hein. Et je me dis, non mais ça va pas ça. Et alors, bon, il me le dit pas, hein. Quand il me voit moche, il me le dit pas, mais il me dit pas que c'est bien non plus, hein, ou que c'est bon. Donc je me dis, non, ma vie m'appartient. Comme on dit, on a besoin des autres pour exister, on a besoin de l'autre. On a besoin de l'autre. On a besoin de l'autre pour vivre, pour exister. Oui, mais... C'est le cerveau qui enregistre. Oui, mais on a besoin de l'autre, bien évidemment, mais on a aussi, surtout besoin d'être toujours maître à bord de sa propre vie. Voilà, c'est ça. C'est ce que quand vous avez dit hier soir cette phrase, quelle attitude, comment ressentez-vous avant? Alors lui, c'est pas comme avant. Donc c'est clair, c'est-à-dire ça a tellement changé qu'il ne veut pas. Vous savez, c'est le genre d'homme qui boit toujours dans le même bol, dans la même assiette, dans les mêmes habitudes. C'est tout réglé comme du papier à musique. Hein. Alors, il ne faut pas changer. Il faut que les choses restent comme elles sont. Et moi, j'ai compris. Et quand vous avez posé cette question, j'ai barré tristesse, angoisse, j'ai barré. Hein, de se dire, quelle émotion pour l'instant. Alors, j'ai barré la tristesse, j'ai barré l'angoisse, et j'ai dit, je veux la réalité, c'est-à-dire, j'ai une vie à moi, un destin à moi, et c'est ça qu'il faut que je vise, c'est pas autre chose. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est pas, parce que vous savez, l'entourage, même les enfants, mes enfants sont très bons pour moi, aussi bien ma belle-fille que mon fils. Et ils ont des grandes valeurs parce qu'ils sont venus tout à l'heure, ils ont rempli le frigo, ma belle-fille m'a dit qu'est-ce que je peux vous faire pour vous aider, etc. Et ils ont passé un moment avec moi et mon fils m'appelle de temps en temps. Mon fils est dans la loi aussi, il est gendarme, donc si vous voulez, il a suivi les traces de son père. La loi c'est la loi, la règle c'est la règle. Donc de ce côté-là, j'ai du secours matériel, mais pour qu'on vous comprenne, comme vous parlez aux gens, comme un thérapeute nous parle et nous fait confiance, moi des fois je dis à mon thérapeute, mais vous êtes important dans ma vie. Bien sûr. Alors des fois je me dis, mon Dieu, pourvu qu'il le prenne pas mal. Alors je lui dis, vous savez, c'est pas un père, c'est pas un Dieu. Une fois je lui dis, mais c'est pas un Dieu, c'est pas une idole, c'est quelqu'un qui connaît la vie de l'esprit, qui connaît la maladie. Et dernièrement, la femme qui me suit, c'est une femme. L'autre jour, elle m'a appelée par mon nom
dans le couloir. Elle allait déjeuner et elle m'a appelé par mon nom. Je dis tiens, elle me connaît, elle se rappelle de moi. Et elle m'a dit maintenant, vous êtes capable, et ça m'est tombé dans l'oreille, de voir ce que vous pouvez faire. Oui. Ce que vous avez envie de faire. Ce que vous pouvez mettre, envie de faire, oui. Et de ce que vous ne pouvez pas faire. Oui. Et ça, on ne me l'avait jamais dit, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Ça s'appelle l'éducation. Ça s'appelle un métier d'homme, faire un homme, un humain, un métier pour faire un humain. Alors j'ai dit oui, ces gens-là, ils sont là. Et des gens comme vous, à l'antenne, quand les gens vous portent leur malheur, leur tristesse, même à rigoler, parce que moi, hier soir, avec l'histoire d'Edwige, bon, c'était tellement gros, énorme, qu'on est obligé d'en rire. Bien sûr. Mais de se dire, mais le mal existe vraiment. Et il faut, heureusement qu'il y a des gens comme ça, comme on dit, éclairés. Ça s'appelle une sagesse éclairée, pour ne pas que le monde s'écroule. Et je me dis, mais alors, heureusement que j'ai repris un travail et que ça me sauve, parce que je suis tout à fait aidée, d'autant plus qu'on me dit, il faut que vous preniez conscience de la force qui vous anime et dont vous ne voulez pas. Alors, vous n'en voulez pas? Pourquoi on vous dit que vous n'en voulez pas? Parce que moi, ce soir, j'entends... Parce que je dis que je suis moche. J'ai pris beaucoup de kilos quand j'ai fait mon analyse. Oui. Bon, je les ai perdus toutes seules, sans faire de régime. J'ai perdu 25 kilos en l'espace d'1 an. Bravo. Sans aller au régime TV, là, pour perdre 10 kilos... En mangeant couché sur le lit. C'était important, là, pour votre diabète, en plus, de perdre ce poids, je suppose. Oui. Et alors, le diabète est hyper régulé parce que j'ai un appareil qui prend je suis obligée de le faire 4 fois par jour. Et il y a des courbes, vous savez, qu'on voit sur le diabète. Oui. Donc, il y a une zone bleue. Donc, moi, je suis toujours dans la zone bleue. Et quand les infirmières viennent tous les jours, le matin, de bonne heure, elles attrapent l'appareil et elles me disent, mais c'est quand même formidable, c'est toujours dans la zone bleue. Il n'y a pas d'hypo, parce que si ça descend en bas, ça veut dire qu'il faut vous lever et manger du sucre. Bon. Oui. Et je me dis, le diabète est en train pas de guérir, parce qu'on ne guérit pas du diabète, on est soigné. Non, mais il se stabilise. Avec de l'insuline. Il se stabilise. Mais il s'est régularisé, si vous voulez. Alors je me dis, mais c'est formidable. Et alors l'autre jour, quand je vais à une séance, voilà que ce monsieur me dit, il y a des secrets dans votre famille. Alors je lui dis, oui, des gros secrets très graves. Alors il me dit, vous en avez parlé à quelqu'un? Non. Alors ma petite fille, qui est maman de 3 petits-enfants qui sont mes arrières, me dit, pouf, tu m'as donné tous tes problèmes. C'est vrai qu'elle a eu les mêmes maladies que moi, elle a les mêmes jambes, le même corps, etc. Alors elle me dit, tu sais, tu aurais pu faire autrement que de me donner tes maladies. Alors l'autre jour, elle me dit, tu sais mamie, il ne faut pas avoir peur dans la vie, il faut foncer. Parce qu'elle me voit en ce moment en train de chuter. Alors je lui ai dit, j'ai rien dit, je n'ai pas répondu. Et puis le lendemain, je l'ai appelée et je lui ai dit, Maëlys, je te remercie de m'avoir dit ce que tu m'as dit. Tu m'as donné un coup de fouet. Parce que moi, je me rappelle quand elle était petite, qu'elle me racontait, vous savez, les enfants, ils imaginent, entre la réalité, le conte, etc., tout était mélangé. Et je lui disais, tu sais, Nanis, t'as un petit cinéma dans la tête. Et ce petit cinéma dans la tête, j'étais en train de lui dire, moi, je ne voyais pas. Vous imaginez? Parce que moi, je ne voyais pas mon cinéma, mais moi, j'appelle ça mes schémas, et on tombe toujours dans les mêmes trous, on retombe dans les mêmes comportements. Dans les mêmes mauvaises manières de fonctionner. Les mauvaises manières de fonctionner, on appelle ça un mot horrible que je supporte pas, c'est le péché et la faute. Alors ça, je supporte pas. Non, oui, c'est pas, c'est pas ça. Combien je me suis coltée quelquefois avec les curés qui me disaient, tu connais bien des choses, et il me dit, mais il faut pas en parler. Ah, moi je dis non, j'en parle pas, mais moi m'entendre dire que je suis fautive et que je suis coupable, ça non, ça marche pas. Maintenant, que je dois faire un travail sur moi-même, oui,
Ça, d'accord. Alors, voilà, Olivier. Et quand je vous ai appelé, on n'a pas pu me prendre de suite, on m'a pris plus tard. Oui. Et je me suis dit, mais cet homme, moi, quand je vous entends parler, mais vous êtes, j'allais dire, la bouche du bon Dieu. Mais c'est une connotation qui me fait rire, parce qu'il n'y a pas de bouche du bon Dieu, il y a la bouche du réel et de la vie. Et c'est ça qui est important. Et c'est ce que vous apportez. Moi, quand j'ai commencé, il y a 20 ans, à écouter Sophie Peters, etc. Vous avez écouté Caroline Dublanche aussi sur Europe 1 Oui, avant Caroline Sophie. Dublanche qui est partie sur une autre antenne. Exactement. Mais c'est à Caroline Dublanche que j'avais téléphoné. Oui. Et je me dis, alors une fois on me l'a dit, c'est un médecin qui m'a dit, mais est-ce que vous savez le courage que vous avez? Oui, vous avez plein de Parce que courage. j'ai fait des stages à Toulouse, à Montpellier, un peu partout. J'étais enseignante. Hein. Mhm. Donc, ce qui m'intéressait, c'était les blessures de l'enfance. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la petite enfance et j'ai fait des stages Montessori à Toulouse. J'ai fait un tas de trucs pour ne pas élever les enfants et éduquer les enfants comme moi j'ai été éduquée. Oui. C'est-à-dire, il y a qu'à, il faut, on doit. Oui. Oui. Moi, c'était ça mon éducation. Oui, oui, oui. Et c'est une catastrophe, ça. Oui, alors on en parle tellement ces jours-ci. Et bon, il n'y avait pas de trucs, mais il y avait le verre d'eau. Hein. Quand j'étais pas d'accord, je prenais le verre d'eau à la figure et je voulais tellement ne pas dépendre parce que j'avais pas du mépris pour mes parents, mais de les voir se bagarrer comme ça quand j'étais petite fille, ça c'est quelque chose que j'ai pas oublié. Ça a dû être très déstabilisant, ça, bien évidemment. Ah oui, j'ai pas oublié. Quand les ciseaux allaient se planter dans le mur, je me dis. Et pourtant, on avait une belle maison. Mon père était au Britannique militaire de la Flèche. On avait une vie de château, quoi. Moi, je me rappelle, on était invités au bal, on était invités à la beauté. Il y avait une messe tous les dimanches où on voyait dans une urne le cœur d'Henri IV. Enfin, des choses, si vous voulez, j'ai été confrontée petite à la beauté, à la vérité, à ce qui est grand, à ce qui est haut. Et alors de se dire que maintenant on est en bas, alors ce que j'ai dit hier à mon mari, tu sais, quand on arrive au fond, il n'y a qu'une solution, c'est de donner un coup de pied et de remonter à la surface. Oui, oui. Alors ça l'a fait rigoler. C'est bien que vous restiez positive, Nicole, que vous... Je suis toujours... Vous philosophiez comme ça. Et je suis encore. Parce que vous voyez, la nuit dernière, j'ai été travailler parce que vous avez dit à l'antenne, là, avec les gars harcelés et tout ça. Oui. Et puis les passe-droits, les gens qui n'ont pas de respect pour les autres. J'ai pas dormi la nuit, Olivier, parce que et alors, je me suis souvenu que j'avais un joli petit livre que j'avais fait avec une belle couverture de velours rouge et de la dentelle, parce que quand j'aime les choses, je les fais belles. J'adore la décoration. Et quand j'ai pris ce petit livre, traité spirituel, c'est un Allemand qui a écrit, qui s'appelle Anselme Grün. Et là, vous avez le secret, comme il dit, le métier de la vie d'homme. Vous venez de dire une chose très Toltec, quand j'aime les choses, je les fais belles. Vous voyez, ça pourrait être une des citations, citations que je donne chaque soir. Voilà. Oui, oui. Ouais. Quand on les fait belles. Alors, sur ma personne, parce que une fois, j'ai une personne qui m'a dit, mon Dieu, quelle élégance. Alors, je faisais ma couture, hein, et je ne dépensais pas d'argent. Quand mon mari travaillait à Paris, j'allais dans les grands magasins et avec 3 francs 6 sous, j'achetais du tissu, je voyais des belles choses et toujours classe. Et ça m'est arrivé souvent que dans les magasins, j'aille chapeauter, etc. Et on me disait, mon Dieu, mais il n'y a pas beaucoup de femmes qui s'habillent comme vous. Alors j'ai dit, pourtant je ne dépense pas d'argent. Hein. Je peux vous dire que mes vêtements, ils ne me coûtent pas cher. Donc je me dis, ça, c'est la nature qui m'a donné ça. Et ça, c'est durable. Et il faut continuer à l'appliquer absolument, Nicole. Absolument. Oui, c'est ce que j'ai fait. Vous savez, il faut faire cet effort de faire attention à vous. J'ai été surprise hier soir
de dire, tu as eu la chance de faire un travail, donc tu connais tes scénarios, tu connais ta bêtise, hein, et je me suis dirigée, et ça m'a encore beaucoup aidé, ça, vers des groupes de symbolisme. C'est-à-dire où l'on travaille, bon, à partir des rêves, à partir des choses, les signes qui nous sont donnés ou envoyés. Et ça, si vous voulez, ça m'a fait comprendre l'universalité de la pensée. Et de se dire, mais il n'y a pas que moi qui souffre, il n'y a pas que moi qui est malheureuse. Bien sûr. Il y a tout. Quand je vois la misère, moi, quand j'entends à la télé « Maman, où on dort ce soir », je pleure. Bien sûr. Dans les histoires de l'abbé Pierre. Et je continuerai à donner, hein, parce que quand j'entends un enfant dire « Maman, où on dort ce soir », parce que j'ai vu, moi, quand j'allais à Paris, on les voyait sur les bouches d'égout, les bouches de métro. Plusieurs milliers d'enfants dorment dehors à Paris. Et dans la rue. Oui. Et alors je me dis, mais il y a des humains qui ont relevé ça, tout ça. Alors je me dis en moi-même, mais c'est mon cœur qui me le dit, c'est pas ma tête. Je fais partie de ces gens-là. Donc j'ai travaillé au Secours catholique, je donnais des vêtements. Il nous reste 3 minutes, Nicole. Voilà. Alors merci Olivier de m'avoir écouté. Mais je vous en prie. Et ça a été... j'adore vous écouter, vos collègues aussi, mais vous stimulez. Vous savez, vous donnez le rebond. C'est vous qui donnez le petit élan pour monter. Il faut toujours, comme vous l'avez dit tout à l'heure, essayer de rester maître à bord. Et je vous dis, ce qui est formidable dans ce que vous m'avez dit ce soir, c'est que, vous savez, souvent, quand on va mal, on n'a pas ce réflexe de se dire c'est moi qui peux décider, c'est moi qui peux faire les choses pour moi, c'est moi qui peux décider que là je vais essayer d'arrêter de voir le noir pour diriger mon regard sur le plus lumineux. Mais vous savez, on reçoit aussi, pardon, je vous ai coupé. Je vous en prie. On reçoit aussi cette force sans la demander. Complètement. Ouais. Mais pour la quand recevoir... j'allais mal, j'allais dans une église. Mais vous savez, pour la recevoir, cette lumière, cette force, il faut être en capacité de l'accueillir. Vous voyez ? Oui, ben c'est ça. Mais c'est long à l'accueillir, parce que ça fait mal. Hein. Bien sûr. Il ne faut pas dire qu'un travail sur soi-même, moi j'ai fait des années d'analyse. J'ai fait plusieurs tranches, hein, mais j'ai fait des années. Et après, parce que vous savez ce qu'on dit. Ça, c'est mon neurologue qui me l'a dit il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, vous savez, tous les gens qui sont des grands monsieur, eh bien, si moi je les soigne, il me dit, ils ont des problèmes. Et alors il me dit, quand on est un grand monsieur, hein, soi-disant, pour la société, eh bien, on ne tombe pas malade. Et ça, combien de fois je l'ai entendu, moi. Mais toi, tu tombes malade, tu tombes en bas. Tu regardes plus en haut, tu regardes tes pieds. Et oui, je regarde mes pieds. Et je me casse la figure. Et puis voilà. Et c'est comme ça la vie. Et c'est comme ça la vie, mais on peut aussi rester debout. Et c'est ce que vous faites pour l'instant, Nicole. Mais ça, c'est le destin qui nous le donne. Hein. Mais en tout cas, je vous remercie. Moi, je pense que quand j'étais petite, c'est ce que j'ai vu. Je vous remercie en tout cas, Nicole, pour votre partage ce soir, Olivier, sur l'antenne d'Europe 1. Et merci infiniment pour m'avoir accueilli ce soir et pour tout ce que vous faites les autres jours et tout ce que vous dites. Je vous en prie. On vous embrasse très fort, Nicole, et puis prenez bien soin de vous, d'accord ? Merci beaucoup. Au revoir, Nicole.